Bonjour, chers frères et sœurs, je salue particulièrement les étudiants en histoire. Je voudrais à travers cette vidéo parler du commentaire de test historique. Alors, bon, quelquefois ils ont entendu des méthodes, etc. Mais moi je leur dis, le procédé que nos maîtres nous ont enseigné, c'est-à-dire ce qu'on appelle le NODACAP, c'est-à-dire la nature, l'origine, le destinataire, l'auteur, le contexte historique, l'analyse et le plan. Je pense que il n'y a pas meilleur moyen, il n'y a pas meilleure technique que le NODACAP. Il faut que les étudiants sachent cela. On n'innove pas pour innover. C'est vrai, nous les anciens, nous sommes très attachés aux traditions. Mais je dis, on n'innove pas pour innover. Non. Le NODACAP est toujours très valable. Et je vais faire des commentaires et expliquer comment est-ce que vous devez mener, chers étudiants en histoire, le commentaire de test. D'abord, le N, c'est mis pour la nature. La nature, c'est quoi? C'est dire l'identité du texte. C'est-à-dire, quelle est l'identité du texte? Un texte peut être un projet de loi. Ça peut être une lettre. Ça peut être un rapport administratif. Ça peut être un mémorandum. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, en lisant, vous pouvez voir quelle est la nature du texte. Ça peut être un mémoire de guerre ou un mémoire de quelqu'un qui a vécu certaines situations. Donc, le texte peut avoir différentes identités. La nature du texte, moi j'appelle ça l'identité du texte. C'est l'identité première du texte, en tout cas. C'est l'identité première du texte. On peut dire tout le NODACAP renvoie à l'identité globale du texte, mais le N, la nature, c'est l'identité du texte. C'est comme ça. C'est comme ça. Si c'est un rapport, ça peut être le rapport d'un subalterne adressé à son supérieur hiérarchique ou bien administratif, etc. Donc c'est ça. C'est ça. C'est l'identité du texte. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est une lettre, bon, c'est une lettre. Une lettre, bon, c'est cela. Voilà. Ça peut être aussi, comment je peux appeler ça, un journal intime. Un journal intime. Bon, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est. Parce qu'ils ne font pas attention à leur intimité. Mais anciennement, les gens avaient des journaux intimes. Surtout les femmes. Chaque jour, elles notent dans un calepin ce qu'elle a vécu la journée, etc. Qu'est-ce qu'elle a vécu, comment sa journée a été. On appelle ça un journal intime. Alors, vous verrez qu'un journal intime n'a pas de destinataire. Oui. Ben, on poursuit. Maintenant, l'origine. L'origine du texte. Quelle est l'origine du texte? C'est-à-dire, quand on vous donne un texte à commenter, en fait, c'est un extrait. C'est un extrait en général. C'est-à-dire que l'extrait là, c'est-à-dire que c'est une partie d'un texte beaucoup plus vaste. Ça peut être extrait. Je ne sais pas moi. Bon. D'un projet de loi. Peut-être le projet de loi est plus long. Ça peut être extrait, par exemple, d'un rapport. Peut-être le rapport est plus long, est très long. Peut-être le rapport peut faire 10 pages, 15 pages. Comme aujourd'hui, les rapports sur les droits de l'homme ou sur ceux qu'on accuse de crimes contre l'humanité. Mais on peut prendre un bout, c'est-à-dire l'extrait. Voilà. Dans ce cas-là, vous allez dire de quel élément global est tiré l'extrait qu'on vous donne à commenter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça peut être un journal de bord, notamment d'un capitaine de navire ou d'un commandant de navire. Chaque jour, il fait un journal.
Ça, c'est pour pouvoir informer ses patrons, ses supérieurs. Mais pour le journal de bord, on peut prendre un extrait. Vous voyez, donc vous allez dire de quel élément global est tiré l'extrait que vous avez à commenter. C'est ça l'origine. Vous voyez, c'est ça l'origine. Ça peut être un discours politique, ou bien un discours d'un syndicaliste, un discours porté sur un problème syndical, etc. Donc vous allez dire, bon voilà, cet extrait-là de texte que j'ai à commenter est tiré, par exemple, peut-être des mémoires d'un homme politique, ou bien des mémoires d'un général d'armée, etc., ou bien des mémoires d'un syndicaliste, ou bien de n'importe quel personnage, vous voyez. Ouais, donc c'est ça l'origine. Voilà. Ou bien c'est un extrait, par exemple, d'une constitution, de la constitution d'un pays. Donc c'est ça l'origine, en fait. Maintenant, le destinataire, c'est-à-dire à qui le texte s'adresse. Le destinataire, c'est à qui le texte s'adresse. Si c'est une lettre, bon, peut-être ça peut être peut-être un jeune soldat qui est sur le front, et puis il écrit à sa mère, ou bien il écrit à son père, ou bien il écrit à un parent. Ouais, c'est celui-là le destinataire. Bon, si c'est un projet, par exemple, de loi, bon, c'est-à-dire ça s'adresse alors, je peux dire, d'abord en premier chef aux parlementaires, parce que le projet de loi, souvent, c'est proposé par l'exécutif, c'est-à-dire par le gouvernement. Voilà. Maintenant, si c'est une proposition de loi, là, ça vient d'un parlementaire, alors c'est adressé à l'exécutif, au gouvernement en premier. Voilà. Mais quand c'est rédigé, c'est fini, on peut dire que le destinataire final, c'est le peuple. Voilà, c'est le peuple. Oui. Parce que si c'est par exemple la Constitution, c'est le peuple finalement qui va, à la suite d'un référendum, activer ou valider, je peux dire, la Constitution. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc le destinataire, à qui ça s'adresse. Voilà. À qui ça s'adresse. Mais si c'est un journal intime, ça ne s'adresse à personne. Ça ne concerne que la personne qui a fait le journal intime. Ça le concerne parce que lui, il fait ça pour ne pas oublier, en fait. Pour ne pas oublier. C'est pour ça alors qu'une personne fait un journal intime. Parce que vous entendez bien, journal intime. Donc, quelqu'un d'autre ne doit pas être au courant de ce que la personne a eu à écrire dans son journal intime. Voilà. Maintenant, l'auteur. L'auteur, c'est celui qui a rédigé le texte. L'auteur, c'est celui qui a rédigé le texte. C'est aussi simple que ça. Oui. L'auteur, c'est celui qui a rédigé le texte. Qui a rédigé le texte? Quelquefois, on peut vous proposer, dans le texte, même dans l'extrait, on peut vous dire l'origine d'où le texte est tiré, et puis on peut vous mettre l'auteur. Quelquefois, on peut vous mettre l'auteur. Vous voyez. Mais, on peut aussi ne pas le mettre. Si on n'a pas mis l'auteur, c'est à vous de découvrir quel est l'auteur. Maintenant, si c'est mis, bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors, concernant l'auteur, ce qu'il faut dire de l'auteur, les étudiants souvent font des erreurs. Quand ils connaissent l'auteur, ils veulent dire tout ce qu'ils savent de l'auteur. Or non. Vous ne devez dire que les éléments du texte qui ont un lien avec la vie de l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un homme politique, qui est l'auteur, vous parlerez de sa vie politique uniquement. Vous n'avez pas à aller dire que non, il aimait les choucroutes, ou bien il aimait aloko poisson, ou bien il aimait clacolo, ou bien il aimait, comment on appelle ça, gnomi avec lait. Non, c'est pas ça. Il faut dire l'aspect de sa vie qui concerne ce qui est dit dans le texte. Oui, c'est comme ça. S'il s'agit peut-être d'un officier d'armée, c'est sa vie militaire, ses activités militaires, là, c'est cet aspect-là de sa vie dont vous parlez dans la partie concernant l'auteur. Voilà. Mais vous ne venez pas dire tout ce que vous savez de lui. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, le contexte historique, c'est-à-dire le contexte historique. C'est-à-dire, quels sont les événements à l'époque où le document a été rédigé? Quels sont les événements qui ont amené l'auteur à écrire le texte que vous avez à commenter? Vous voyez, c'est ça le contexte historique. Les événements qui ont amené l'auteur à écrire ce que vous avez à commenter. C'est ça. Je prends un exemple banal.
soit un général d'armée, ou bien en tout cas un haut gradé de l'armée, il est dans une campagne militaire. Est-ce que vous voyez? Et puis il dit quelle est la situation au front. Vous voyez? Il va dire quelle est la situation au front. Mais cela veut dire quoi? Ce qu'il a rédigé pour dire quelle est la situation au front, ça s'adresse à qui? À son état-major. En ce moment-là, c'est l'état-major qui est le destinataire. Est-ce que vous comprenez? C'est l'état-major qui est le destinataire. Maintenant, ça peut être pendant une bataille ou bien une guerre quelconque. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ça le contexte. Si ça concerne, par exemple, je ne sais pas moi, la guerre entre, je ne sais pas moi, peut-être durant la Première Guerre mondiale, la guerre entre l'Allemagne et puis l'Angleterre ou la France, etc. Bon, de toute façon, il y avait plusieurs acteurs concernant cette première guerre. Ou bien si c'est la guerre entre la Prusse et la France, etc. Donc, c'est comme ça, c'est ça le contexte. Ce qui a amené l'auteur à écrire. Oui, ce qui a amené l'auteur à écrire. Soit, par exemple, un syndicaliste, il voit que la situation sociale des travailleurs se détériore à un moment donné de l'histoire, et puis il a écrit ce papier-là pour protester, pour dire les actions que les syndicalistes doivent mener pour remédier à cette situation, pour améliorer, je peux dire, le niveau de vie des travailleurs, etc. Donc c'est ça, c'est-à-dire que les événements historiques qui expliquent que le texte a été écrit. C'est ça le contexte historique. Voilà. Maintenant, le dernier A, c'est l'analyse. En fait, l'analyse n'est pas encore le commentaire parce qu'on va voir le commentaire. Comment il faut faire le commentaire lui-même. Maintenant, l'analyse, c'est quoi? C'est une sorte de résumé, d'un résumé bref de ce que dit le texte. Est-ce que vous comprenez? C'est une idée, c'est un résumé bref de ce que l'auteur, de ce que le texte dit en général. De quoi le texte parle en général. Est-ce que vous comprenez? Voilà. De quoi le texte parle en général. Donc c'est un bref résumé de ce que le texte dit. C'est ça l'analyse en fait. C'est ça qu'on appelle analyse. Bon, moi je trouve que ce terme n'est pas très approprié. Peut-être on aurait pu dire bref résumé du contenu du texte. En fait, c'est ça. C'est un bref résumé du contenu du texte. Parce que l'analyse, le commentaire même, c'est une analyse. Tout le commentaire du texte est une analyse, en fait. Voilà. Et puis maintenant, le dernier P, c'est le plan. C'est le plan. Alors, quelquefois, on parle de plan système linéaire ou bien plan thématique, etc. Bon, moi, je pense que ça renvoie à la même chose. Mais moi, je vous dis que je préfère le plan thématique, c'est-à-dire le plan par thème. Et je vais vous expliquer comment réussir le plan thématique. Parce que quelquefois, les étudiants ne comprennent pas. Alors, il est évident que le plan doit avoir deux parties ou trois parties. 2 parties ou 3 parties. Quelquefois, les enseignants peuvent tolérer jusqu'à 4 parties, mais pas au-delà. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça, souvent, ça pose problème aux étudiants. Alors, quand vous avez le test, quand des étudiants ont le test, il y a certains enseignants qui leur ont dit il faut numéroter le texte de la première ligne à la dernière ligne. Moi, ce n'est pas ce que je propose. Parce que je trouve que cette numérotation de la première ligne à la dernière ligne n'est pas très utile. Ce qu'il faut faire, écoutez-moi bien, chers étudiants, ce qu'il faut faire, c'est prévoir des paragraphes, c'est-à-dire que si le texte n'est pas paragraphé, c'est-à-dire on n'a pas fait ça par paragraphe. Parce que le paragraphe, c'est un ensemble de lignes, en fait. C'est un ensemble de lignes qui renvoie à une idée, en général. Donc, il faut faire les paragraphes. Parce que quelquefois, le texte peut être d'un seul tenant. Et quand c'est d'un seul tenant, c'est assez gênant. Donc, il faut faire des paragraphes. Voilà. Vous prenez un bic ou bien un crayon et puis vous lisez et puis vous faites des paragraphes. Vous mettez premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe, cinquième paragraphe, tout au plus du texte. Alors quand vous aurez fait les paragraphes, ou bien vous avez identifié les paragraphes, ou bien si le texte même a des paragraphes,
au départ, c'est pas mal. Mais sinon, si ce n'est pas le cas que le texte est un seul tenant, vous faites des paragraphes. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous faites? Toujours en tenant compte des différents paragraphes. Pour chaque paragraphe, vous indiquez quelle est l'idée générale qui en sort. Est-ce que vous voyez? Quelle est l'idée générale qui en sort? Je prends un exemple banal. Un officier de l'armée, c'est son rapport sur la situation, sur le champ de bataille. Premier paragraphe, il peut dire par exemple que les combattants, les militaires sont épuisés et qu'il faut relever la troupe. Ce sera alors relèvement de la troupe parce que les combattants sont fatigués. Deuxième paragraphe, il peut dire que il y a la nourriture, mais il pense par exemple que d'ici 1 mois, la nourriture, c'est-à-dire que le ravitaillement en nourriture peut venir à manquer. Donc tu vas dire ravitaillement en alimentation. Peut-être le troisième paragraphe peut concerner le moral des troupes. Le moral des troupes, leur moral est encore bon. Ils sont motivés pour combattre, pour se battre sur le champ de bataille, etc. Est-ce que vous voyez? Et puis, peut-être quatrième paragraphe, bon, il peut parler peut-être des munitions. Voilà. Qu'il a besoin encore qu'on lui envoie quelques munitions. Donc, vous allez mettre les munitions, ravitaillement en munitions. Oui. Donc, lorsque vous aurez pris les différents paragraphes avec leurs idées principales qui transparaissent, c'est ça que vous allez utiliser maintenant pour faire le plan. Parce que, alors, aucun aspect du texte ne vous a échappé. Puisque vous avez identifié toutes les idées principales qui transpirent du texte, si j'ai pu m'exprimer ici. Et maintenant, les différents éléments que vous avez utilisés, c'est ça que vous allez prendre maintenant pour faire le plan. Par exemple, première partie, comment j'avais dit là, j'ai un peu oublié, peut-être, bon, j'ai oublié ce que j'ai dit comme proposition concernant le, le premier paragraphe, voilà, peut-être le manque de nourriture, je crois que c'est de ça que j'avais parlé, la diminution de la nourriture, la question de vivre. Donc vous prenez ça et puis vous mettez le titre, première partie, c'est ça. Ensuite, deuxième partie, le moral des troupes, etc. Et puis maintenant, vous faites ça en 3 parties, avec les différentes parties que vous avez. Voilà. Et là, rien ne vous échappe. Maintenant, quand on dit on commente, on fait quoi? On donne les précisions. On donne les précisions. Commenter un texte, c'est donner les précisions que le texte ne donne pas. Oui. C'est donner les précisions que le texte ne donne pas. Oui. Donc c'est ça. C'est donner les précisions. Et dans ces précisions, il peut y avoir ce qu'on appelle des non-dits. En histoire, quelquefois, il y a des non-dits. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont l'auteur devrait parler, en principe, concernant ce thème-là. Et puis maintenant, il fait silence là-dessus. Il fait un black-out là-dessus. Dans ce cas-là, vous notez. Vous relevez cela. Les non-dits de l'auteur. Vous voyez. Si c'est par exemple un auteur, je prends un exemple banal, hein, bon, la guerre en Afghanistan, bon, il y a 20 ans peut-être au début des combats, etc. Et là-dedans, peut-être à un affrontement, je prends un exemple banal, hein, ben, les troupes américaines, par exemple, ont perdu pas mal de soldats. Voilà. Et puis lui, il n'en parle pas. À cette bataille-là, lui, il n'en parle pas. C'est un non-dit. Dans ce cas, il faut relever. Ah, voilà, à telle bataille, hein, à tel endroit, hein, l'auteur ne parle pas de cela. L'auteur ne parle pas, il ignore cela. Voilà. Donc, vous l'indiquez, puis vous dites pourquoi est-ce qu'il a pu ignorer cela. Est-ce que il ne veut pas peut-être inquiéter l'état-major ou bien faire en sorte que, bon, peut-être que cela ne filtre pas et que, bon, peut-être les journalistes, etc., s'ils ont l'information, ça peut fuiter. Et puis, bon, les parents des soldats vont être inquiets ou bien alors ils pourront même manifester, protester, etc. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que quelquefois, dans les textes, il y a des non-dits. Quelquefois, même, il y a des mensonges. Ah, il faut savoir cela. Quelquefois, il y a des mensonges. Vous avez vu ici, c'est un texte, par exemple, qui concerne
la guerre contre la Libye de Kadhafi, vous allez voir que les informations de ceux peut-être qui ont mené l'assaut contre le régime de Kadhafi, peut-être il va y avoir des mensonges dedans. Parce qu'ils vont dire oui, Kadhafi s'apprêtait à attaquer Benghazi, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Oui. La vraie raison n'est pas dite. La vraie raison, c'est que Kadhafi voulait créer un fonds monétaire africain et créer donc une monnaie pour le continent africain, etc. Donc, quelquefois, dans les textes, il peut y avoir carrément des mensonges. Ça, il faut savoir cela. Hein. Il faut savoir cela. Il faut que vous sachiez cela. Parce que quelquefois, je vois les étudiants, quand ils ont lu une information quelque part, ils ont eu une information dans un ouvrage, etc. Ils pensent que les informations qui sont dans les ouvrages sont forcément vraies. Non, les informations ne sont pas forcément vraies. Ça peut être de véritables mensonges. Ça, il faut savoir cela. Hein. Ça peut être de véritables mensonges. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, on donne les détails. On donne les détails. On donne les détails. C'est ça, en fait, le commentaire. On donne les détails. C'est très important de donner les détails, de donner les précisions, etc., etc. C'est ça qui fait le commentaire. Voilà. Il faut donner les précisions. Il peut y avoir des non-dits. Ou même des mensonges, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, c'est cela. Il faut donner les précisions que le texte ne dit pas. Parce que quand un texte est contemporain d'une période, quelquefois, quand ça parle de certains événements, les gens sont censés savoir, les gens savent. Ceux qui ont vécu l'événement savent. Donc, on ne donne pas de précision. Mais 50 ans, 100 ans après, 200 ans après, ceux qui n'ont pas vécu ces événements, pour qu'ils comprennent, il faut donner les précisions. Il faut donner les précisions. C'est comme ça, il faut donner les précisions. Voilà. Si on dit, par exemple, le bombardement de Bouaké, qui a causé... le bombardement de Bouaké sur un camp militaire français à Bouaké. Je crois que c'était en 2004. Bon. Vous devez donner les précisions. Ah oui, c'était un hélicoptère ou bien oui, un aéronef qui était piloté par des... Ah oui, c'était bien des mercenaires biélorusses, etc. Et on n'a pas compris, au lieu d'aller bombarder le cantonnement des rebelles du MPCI, c'est plutôt le cantonnement français qu'il allait bombarder. Donc, je donne des précisions. Et quand l'affaire a été su, hein, curieusement, ces pilotes bureaux russes ont fui. Ils sont allés au Togo, à Lomé. Là, ils ont été arrêtés par les autorités togolaises, qui ont signalé cela aux autorités françaises, mais qui ont dit non, laissez-les partir. Laissez-les partir. Et le gouvernement ivoirien a demandé à ce qu'une enquête soit diligentée pour voir ce qui s'est passé. Parce que ce qu'ils ont fait ne correspond pas aux ordres qu'ils ont reçus. Mais ça a été classé, comment on appelle ça même, secret défense par le gouvernement du président Chirac. Le gouvernement français du président Chirac. Ça a été classé secret défense. Vous voyez. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'affaire, on n'a pas de précisions sur l'affaire. Parce que l'enquête n'a pas été diligentée. Et puis alors, sur la base de ce que le camp français a été bombardé par ces mercenaires biélorusses, causant la mort, je crois peut-être d'un peu plus d'une dizaine de soldats français, Chirac a ordonné que les aéronefs de Côte d'Ivoire là soient détruits. Ces aéronefs étaient au sol et puis ils sont venus détruire ça. Les Français sont venus détruire, l'armée française est venue détruire. Donc là, quand vous dites tout ça là, ça ce sont les précisions. Ouais, ce sont les précisions. Est-ce que vous comprenez? C'est les détails. Donc le commentaire, c'est les détails. Il faut donner les détails et les précisions. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, maintenant, la conclusion. La conclusion. On a vu les éléments de l'introduction. On a vu que le corps du texte, c'est donner les précisions, les détails que le texte ne donne pas, les non-dits, etc. Maintenant, la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir globalement du texte? Et puis, éventuellement, ses répercussions à travers l'espace et le temps. Est-ce que le texte a eu des conséquences dans l'espace et le temps? Bon, ça dépend. Un texte peut ne pas avoir des conséquences particulières à travers le temps. Mais on a vu, par exemple, le texte sur le plan Marshall. Ça a eu des conséquences.
sur le temps. Ça a eu des répercussions. Parce que ce plan Marshall a été mis en œuvre. Les Américains ont financé le relèvement économique des pays européens détruits par la guerre, etc. etc. Et puis ça a rendu l'économie américaine puissante. Parce que tous ces prêts-là, c'est vrai, ça a été remboursé avec des intérêts à minima, mais ça fait que les industries américaines ont vendu beaucoup en Europe. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc c'est ça les répercussions. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir alors? On dit globalement ce qu'on peut retenir du texte. Globalement ce qu'on peut retenir du texte. C'est ça en fait la conclusion. Qu'est-ce qu'on retient globalement de ce texte-là? S'il a eu des répercussions à travers l'espace et le temps, vous le dites. S'il n'a pas eu de répercussions particulières, bon, c'est ça. Il est évident que bon, un journal intime, bon, en général, c'est pour la personne même. Mais si le journal intime est découvert et que, en fait, dans le journal intime, la personne a fait des révélations, ça peut avoir des conséquences. Si dans le journal intime de la personne, souvent c'était les femmes qui aimaient faire les choses, des journaux intimes. Alors s'il y a des révélations là-dedans, ça peut avoir des répercussions, ça peut avoir des conséquences. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai voulu spécialement m'adresser aux étudiants en histoire, voilà, pour ce qui concerne le commentaire de thèse historique. Voilà. Voilà. Pendant des années, je veux dire, de 89, de novembre 89 à l'année 2007, avant que je passe maître de conférence en 2008, je faisais des TD, donc des travaux dirigés, et j'expliquais ces choses-là. Bon, depuis 2008, je ne fais plus de TD, voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, je ne fais que des cours magistraux, voilà, et puis des encadrements, voilà, donc c'est un peu ça. Mais j'ai voulu parler de ça parce que c'est important pour les étudiants, c'est important pour les étudiants. Parce que c'est la base même de la formation de l'historien. Voilà. Donc, analyser, c'est aussi critiquer. Parce que analyser, c'est critiquer. Dire les non-dits, les mensonges, les contre-vérités, etc. Bon, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a à l'intérieur ce qu'on appelle la critique interne et la critique externe. La critique interne, c'est quoi? Ce sont vos propres réflexions, vos propres analyses pour voir les contradictions qui sont dans les textes, etc. Mais aussi pour confirmer ce qui est dit dans le texte. Maintenant, la critique externe, ça c'est ce que d'autres auteurs ont dit sur la question. Voilà. Vous mentionnez ce que d'autres auteurs ont dit sur la question soulevée ou les problèmes soulevés par le texte que vous avez à commenter. C'est ça la critique externe. Mais la critique interne, ce sont vos propres analyses, vos propres réflexions. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et ces propres réflexions, c'est quoi? C'est lié à la logique. C'est lié à la logique. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une contradiction interne dans l'argumentaire, dans l'argumentation que vous allez exposer. C'est ça un peu. La critique interne, la critique externe, c'est ça. C'est ce que je vous explique là. La critique interne est liée à vos propres réflexions, vos propres analyses. Puis maintenant, la critique externe est liée à ce que des auteurs ont dit. Ce que ces auteurs ont dit peuvent confirmer ou bien contredire ce qui est dans le texte. Voilà. Ben, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.